Merci Soda, merci à tous. Bonsoir, je suis très ravi de vous retrouver sur ces panels. L'animation des panels est devenue un peu ma seconde activité. Après, à côté du journalisme, même si bien entendu le journalisme intègre ces aspects d'animation, de communication, je suis vraiment d'autant plus ravi de modérer ce panel que nous avons de grands experts de la question cet après-midi. Et la question, c'est le e-commerce, le commerce électronique. On en parle beaucoup avec la COVID-19, mais on en parle beaucoup également avec l'évolution du numérique globalement à l'échelle internationale. Et la problématique du jour va porter justement sur cet aspect précis des choses parce que nous allons parler des enjeux du e-commerce sénégalais au niveau mondial. Voyez donc que nous parlons du Sénégal, mais dans une grande planète qui s'appelle le monde simplement. Raison pour laquelle, à côté des experts sénégalais, nous avons bien entendu des experts internationaux pour nous dire de quoi il en retourne. Et pour animer donc le panel du jour, j'ai le plaisir d'être accompagné de recevoir plusieurs messieurs et mesdames. D'abord, on va démarrer bien entendu par les dames, Sabrina Sek, qui va se présenter tout à l'heure. Je fais un rapide tour de table en citant les noms de chacun. Et puis après, chacun reviendra pour donner une petite idée de sa casquette. Nous avons également Luca Castellani. Je me suis assuré de ne pas écorcher son nom en préparant ce panel et je pense que j'y arrive. Abdoulaye Thiam, directeur technique. J'ai toujours hésité, Abdoulaye, entre COSEC et COSEC. Quelle est la bonne prononciation? C'est plutôt COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs. COSEC, même si le S est coincé entre le E et le O. Et puis, bien entendu, nous avons également Hassan Diankha, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans des panels antérieurs. Hassan Diankha est donc de la direction du commerce extérieur au ministère du commerce du Sénégal. Pour le reste, il va se présenter tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir Benjamin, que j'ai le plaisir de découvrir dans ce panel. Benjamin, peut-être un petit aperçu de votre casquette ici, rapidement, comme ça, en démarrant par vous, on fait un rapide tour, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour Ousmane, merci beaucoup de nous donner la parole avec mon collègue Luca. Nous représentons ici la CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, qui est une commission qui a été créée en 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies et dont le mandat est la modernisation et l'harmonisation du droit commercial international. Et à ce titre, depuis les années 90, la CNUTSI a élaboré et adopté des textes sur le commerce électronique, qu'il s'agisse donc de la signature électronique, du commerce électronique, des documents transférables électroniques, qui constituent des modèles qui ont été utilisés dans plus d'une centaine de pays, de traditions juridiques bien différentes et de niveaux aussi économiques très différents. Et donc, c'est à ce titre que nous sommes très heureux de participer aujourd'hui, sachant que nous avons en réalité entamé avec le ministère du Commerce et des PME du Sénégal une coopération très fructueuse dans le cadre justement des discussions autour de la réforme du cadre législatif du commerce numérique au Sénégal. Et donc, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour continuer ce travail de coopération. Voilà, je vous remercie. Merci, nous sommes très heureux, quant à nous, de vous recevoir sur ce panel. Luca Castellani, l'idée est d'aller très vite, comme ça on fait un rapide tour de table. Luca qui va réactiver son micro parce qu'on ne l'entend pas. Voilà, c'est fait. Allez-y. Oui, l'idée c'était d'aller très vite, mais enfin, on n'a pas réussi tout de suite. Dommage, justement, mais j'ai très peu à ajouter à ce que Benjamin vient de dire. Tout seulement pour confirmer, ils sont ravis d'être ici. Nous travaillons en Afrique, mais nous aimerons travailler plus en Afrique et surtout en Afrique francophone. Nous venons de finaliser de belles coopérations avec la réforme du droit du commerce électronique, par exemple au Bénin et au Cameroun. Et donc, il est véritablement notre plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi, j'ai été pour 10 ans le secrétaire du groupe de travail de la CNUTSI sur le commerce électronique et j'ai accompagné
dizaines de pays dans leur réforme du droit du commerce électronique et plus en général du numérique. Et donc, je suis ravi d'être ici pour discuter surtout des questions liées à la logistique et à l'interaction avec les accords de libre commerce. Merci. Abdoulaye Thiam, du COSEC. Abdoulaye, oui. Merci, Monsieur Gueye. Bonjour à tous les participants. Donc, c'est Abdoulaye Thiam, directeur technique du COSEC. Le COSEC, c'est le Conseil sénégalais des chargeurs, un établissement public à caractère professionnel dont la mission est de définir une politique de promotion et de protection des intérêts des importateurs et exportateurs du Sénégal et d'apporter également une assistance directe et multiforme. Donc, nous nous intéressons aux aspects maritimes, aux aspects logistiques et de plus en plus à la question du e-commerce, en ce sens que la crise de la COVID nous a démontré que les outils digitaux étaient à même de nous permettre d'assurer nos missions. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé une plateforme qui s'appelle EVP, Exposition virtuelle permanente, qui permet à nos chargeurs, à travers le web, de pouvoir exposer leurs produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en vue de décrocher des partenariats internationaux. Je vous remercie. Merci, merci Abdoulaye. Sabrina? Oui, bonjour Ousmane, bonjour à tous. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Sabrina Coulibaly-Seck, présidente du cabinet Sequoia, qui est un cabinet d'accompagnement aux entreprises, aussi bien en matière stratégique et juridique. Et donc, moi, j'ai eu la chance, avec le cabinet, d'accompagner le consortium de e-commerce à rédiger, à encadrer la sécurisation juridique de la plateforme qui sera bientôt lancée et dont je laisse loisir à d'autres personnes de parler. Et donc, voilà, quand même de pouvoir avoir cette occasion d'insister aussi sur la nécessité et de sensibiliser tous nos acteurs du e-commerce ici à sécuriser juridiquement leurs activités. Ça se fait de mieux en mieux, ça se fait de plus en plus. Pour être au Sénégal depuis un peu plus de 6 ans et avoir démarré dans le secteur du numérique, je vois quand même au fil des années des améliorations sur ce plan-là. Il y en aura encore d'autres, mais je tiens à souligner quand même positivement l'évolution, en tout cas, que j'ai pu constater jusqu'à présent. Merci beaucoup. En tout cas, on vous rencontre régulièrement sur le terrain, au contact, à la rencontre des startups. Vous les accompagnez notamment sur les volets formalisation dans un pays où l'informel est important. On y reviendra, Sabrina, tout au long de ce panel. Comment aider à la formalisation de nos grands commerçants pourtant, mais qui pêchent parfois par la formalisation. Hassan Diankha, qui nous fait le plaisir de nous parler de son petit village. Bienvenue. Merci Ousmane. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc moi c'est Diankha Hassan. Donc je suis commissaire aux enquêtes économiques. Je suis également chef de la division commerce électronique et commerce des services au niveau de la direction du commerce extérieur. Alors, comme je l'ai dit, je suis présentement en congé. Je suis au village, en plein cœur du Saloum, dans le centre du pays. Ouais. Alors, la direction du commerce extérieur est l'une des directions du ministère du Commerce et des PME. Je m'excuse un peu, je suis un peu dérangé par les collègues. Je suis au village, comme je voulais, par les amis. C'est très naturel, allez-y. Merci beaucoup. Donc, c'est l'une des directions du ministère du Commerce et des PME du Sénégal. Et comme objectif, je ferai court, nous avons la principale mission de suivre les négociations commerciales internationales. Et quand je parle de négociations commerciales internationales, ça commence déjà dès la phase de préparation des négociations jusqu'à la mise en œuvre des accords qui seront issus en tout cas de ces négociations. Donc, c'est notre principale mission. Oui. C'est ça que je voulais dire par rapport à la présentation. Oui, on reste avec vous pour entrer de plein pied maintenant dans le panel. Comme on parle de commerce électronique pour le cas du Sénégal, s'il faut en avoir une idée, on doit retenir quoi? C'est quoi un peu la cartographie des acteurs en présence très rapidement? Très rapidement, je le dis tout le temps. Donc, nous, au Sénégal, on a un écosystème très dense dans le commerce électronique. Et je pense que c'est ce qui ressort d'habitude des différents documents qui sont produits aussi bien au Sénégal que par les organisations internationales comme la CNUCED.
Ce que je veux dire, par exemple, sur le plan juridique, on a un cadre juridique adapté, même si actuellement on est en train de travailler sur sa réforme. On a également des structures d'accompagnement qui sont nombreuses. On a également des structures de financement. On a un système de financement assez rodé, avec notamment la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. On a également des infrastructures numériques un peu denses, même si de temps en temps, il peut y arriver qu'on note quand même, disons, ce gap numérique dont on parle. Je pense qu'on a aujourd'hui un maillage territorial, en tout cas dans le cadre du numérique, assez avancé. Comme je l'ai dit, je suis au village, en plein cœur du Saloum, et pourtant j'arrive à me connecter et à participer à ce panel-là. Je pense que tous ces préalables-là permettent aujourd'hui quand même d'avoir un écosystème assez dense, comme je l'ai dit. On a beaucoup de plateformes de commerce électronique au Sénégal et il suffit juste de se lancer dans le net pour voir qu'il y a quand même beaucoup de plateformes qui interviennent au Sénégal. Donc Oui. pour nous également récemment, et je termine par là, nous avons lancé ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement du commerce électronique et de cette stratégie d'ailleurs découle la plateforme dont parlait tout à l'heure ma sœur Sabrina. Oui, on dit bien les enjeux du e-commerce sénégalais au niveau mondial. Bien entendu, vous êtes le monsieur Zelekaf, j'entends d'autres dire Zlekaf au niveau du ministère du Commerce du Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette nouvelle zone et par rapport à nos acteurs? Est-ce que pour le moment, les acteurs sénégalais se connectent à cette nouvelle plateforme africaine? Alors, d'abord sur la ZLECAF, dire que c'est un accord global, c'est l'un des accords les plus importants aujourd'hui au niveau mondial, en tout cas en termes de pays, parce que c'est un accord qui regroupe 54 États. Je pense qu'en termes de population également, récemment, il a été devancé par ce qu'on appelle Regional Comprehensive Economic Partnership, qui est un accord quand même qui regroupe d'États importants, donc, et qui regroupe aujourd'hui 40% du PIB mondial et 40% de la population. Donc quand il y a un accord, il existe un accord où la Chine quand même participe, ça devient quand même automatiquement un accord important. Mais avant ce RCEP, la zone de libre-échange continentale africaine était l'accord, en tout cas la zone d'intégration la plus importante en termes, disons, de marché de consommateurs, parce qu'on était à 1,2 milliard de consommateurs. Donc, c'est un accord qu'on a commencé à négocier depuis 2015. Présentement, on a pu obtenir, disons, 2 textes majeurs. Donc, on a un texte qui organise un peu le commerce des marchandises au niveau africain. On a également un autre texte qui organise un peu le commerce des services, toujours au niveau continental. Oui. On a entamé la deuxième phase et dans la deuxième phase, il est prévu d'avoir un accord sur la politique de concurrence, un autre sur disons, les droits de propriété intellectuelle et un dernier sur les aspects de concurrence, d'investissement plutôt. Il y a une troisième partie qui est prévue et qui portera sur le commerce électronique. Oui. Donc, quand je dis qu'il y a une troisième partie qui porte sur le commerce électronique, on pourrait penser que donc, les textes existants ne parlent pas de commerce électronique, ne couvrent pas de commerce électronique. En fait, ce que je voulais préciser, c'est que bien sûr, les textes qu'on a actuellement peuvent toucher, peuvent organiser le commerce électronique. Mieux même, les textes que nous avons peuvent faire la promotion du commerce électronique. Je m'explique un peu. Si on prend le commerce électronique, c'est juste une forme de commerce, c'est une forme de commerce, quoi qu'on dise. C'est juste, disons, l'outil qui est utilisé qui est différent. Donc, on utilise le numérique, mais ça reste un commerce électronique comme le commerce physique. Alors, donc, étant donné qu'on a un accord déjà, ou bien 2 textes qui organisent le commerce, on peut dire que ces textes-là peuvent s'appliquer au commerce électronique. Mais mieux, je l'ai dit, on a également d'autres instruments qui permettent de faire la promotion du commerce électronique. Quand on prend par exemple le texte qui organise le commerce des services, on se rend compte que ce texte-là encourage les États à faire beaucoup d'ouverture sur certains secteurs qui sont des secteurs clés, des secteurs d'appui au commerce électronique. Parce que l'accord sur le commerce des services encourage les États à prendre des engagements sur les secteurs numériques, donc tout ce qui est services de communication, services d'Internet. Donc ce texte également encourage les États à faire des efforts d'ouverture sur les secteurs de transport. Et quand on parle de transport, on touche le commerce électronique, notamment le dernier maillon, qui est le maillon en tout cas de la livraison. Également, le texte sur le commerce des services encourage les États à prendre des engagements sur les questions de financiers. Donc, et quand on parle de financement, on touche le e-numérique, le e-financement plutôt, qui également est un aspect fondamental dans le commerce électronique. Monsieur Gueye. Merci beaucoup. J'invite Sabrina à rouvrir son micro. Parce que quand on parle d'enjeux du commerce, du e-commerce au Sénégal ouvert au reste du monde, naturellement, on parle de formalisation, donc de compétitivité. J'aimerais bien qu'elle nous fasse le point déjà, elle qui est en contact régulier avec les acteurs sur les aspects liés à la formalisation. Actuellement, on en est où, Sabrina?
Bon, alors moi, je vais m'arrêter sur les chiffres officiels Oui, en termes de formalisation. Aujourd'hui, globalement, et pas que sur le e-commerce, globalement, au Sénégal, selon l'enquête qui avait été faite en 2016, sur le RGE, recensement général des entreprises, on était à un peu moins de 3% d'entreprises formalisées. Donc, un peu moins de 3% d'entreprises formalisées. Quand on dit formalisées, on parle du fait d'avoir un RCCM et un INEA, mais également d'être déclaré auprès des impôts et de procéder régulièrement, aux dates obligatoires à ces déclarations fiscales. Donc, voilà déjà pour préciser quand même la définition de la formalisation. Je sais qu'il y a d'autres définitions. Moi, c'est celle-là que j'adopte quand je parle de formalisation. Oui. Donc voilà, à peine 3% d'entreprises formalisées, ça montre déjà tout le travail que l'on a à effectuer du côté de la formalisation des entreprises. Hassan l'a dit tout à l'heure, on a un arsenal juridique qui existe. Il date, alors c'est vrai qu'on a eu un gros tir groupé en 2008 concernant donc le e-commerce, les transactions électroniques, etc. Mais c'est un arsenal qui est quand même existant, qui est spécifique ici au commerce électronique et pas que, mais voilà, on a également l'arsenal juridique de droit commun, le code des obligations civiles et commerciales. On va avoir également tous les textes qui vont régir la relation entre les commerçants et les consommateurs. Enfin, sans rentrer dans le détail vraiment des textes, on a quand même des règles qui existent. On a le droit WADA aussi qui vient s'intégrer entre-temps, etc. Donc, le fait de pouvoir appuyer maintenant la formalisation des entreprises, ça a des intérêts pour l'État, certes, mais aussi pour ces entreprises. Alors, je vais donner un avis très personnel qui ne va pas toujours beaucoup plaire. Pour moi, la formalisation, elle doit s'effectuer par étapes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une entreprise est formalisée, elle doit satisfaire à des obligations. Toutes nos structures aujourd'hui qui sont comptabilisées comme des unités de production n'ont, d'après moi, pas vocation à être formalisées, en tout cas pas telles quelles. Il faut être préparé à cela, puisque ça nécessite ensuite une certaine organisation. Et donc, on a vraiment tout un travail en profondeur et dans le temps à effectuer. Donc, on ne peut pas décider du jour au lendemain de se formaliser et tout le monde n'a pas à être formalisé. Je pense aussi que, et ça on le voit beaucoup dans les échanges également sur LinkedIn notamment, cette volonté, cet appel à unir les forces. Individuellement, les structures ne sont pas assez solides pour pouvoir avancer. Par contre, il faudrait appuyer vraiment la mise en commun des moyens et des forces et des objectifs pour pouvoir créer une entité suffisamment solide, et c'est valable aussi pour le e-commerce. Il faut que les filières s'organisent pour être beaucoup plus fortes. Et en réunissant maintenant ces forces-là, en se formalisant administrativement, fiscalement, mais également dans la structuration, l'organisation interne, et en prenant vraiment toute la chaîne de valeur, donc on inclut les commerçants, on va inclure les producteurs, les fournisseurs, mais aussi toute la partie logistique, jusque voilà, au transport. On a énormément de maillons qui s'enchaînent dedans. C'est là qu'on va réussir maintenant, d'après moi, à être compétitif. Et c'est là qu'on a énormément de travail, et ce travail, il n'est pas que réglementaire, il n'est pas que administratif, il est aussi dans la culture. Et ça, j'attends d'avoir les avis des autres. Je pense qu'il faut vraiment qu'on appuie, qu'on sensibilise là-dessus. Oui, mais quand on parle de formalisation, est-ce que ça ne fait pas trop peur? Est-ce qu'une éducation de ce point de vue-là ne s'imposerait pas? Parce que quand on parle de formalisation,
on a peut-être à l'idée qu'on parle d'intimidation, on parle de quitus fiscal. Est-ce que ça ne fait pas trop peur finalement, Sabrina? La première réaction, hein, c'est Ouais. je ne veux pas me formaliser pour ne pas payer d'impôts. C'est la première réaction, elle est celle-là. Si je me formalise, les impôts vont venir tout de suite me ponctionner de l'argent alors que je n'ai pas encore fait de chiffre d'affaires ou j'en suis au démarrage. Aujourd'hui, on a quand même des dispositions qui permettent de limiter ces effets-là. Mais encore une fois, j'insiste sur ce point que on a des gens qui entreprennent aujourd'hui, mais qui sont dans une situation qui ne leur permettent pas cette formalisation. Parce que pour être formalisé et justement faire face ensuite à tout cela, oui, c'est une charge, c'est une charge. Après, il faut savoir aussi ce que l'on veut. Une structure qui veut rester peut-être au niveau de son quartier ou au niveau national ou qui n'a que des partenaires qui sont dans l'informel, peut-être que ça lui convient. Elle n'est pas en phase, elle n'est pas dans la légalité par rapport aux obligations légales et réglementaires, mais peut-être que ça lui convient. Maintenant, si on veut être compétitif au niveau international sur des marchés formels, si on veut accéder à certains produits, nous sommes obligés de nous formaliser. Et ça se prépare. Moi, c'est ça que je dis, il faut les préparer. Oui, et quels sont d'ailleurs les points positifs? Je n'aimerais pas qu'on s'attarde seulement sur le négatif. Positivement, est-ce que nous avons des atouts, nous, au Sénégal, je parle de nos acteurs locaux, à la rencontre des acteurs à l'échelle internationale? Est-ce que nous avons des atouts? Je pense que oui, on a quand même un niveau de créativité non négligeable. Nous avons des produits locaux qui méritent d'être connus à l'international. Et je pense, alors je vais prendre le premier dont on parle très régulièrement et pour lequel on a énormément de gaspillage, qui est la mangue. Qui pourrit sur les sols. On ne peut pas dire, souvent, ce que je dis, quand on parle de pays pauvres, le Sénégal fait partie des pays pauvres. Je n'ai pas peur des mots, je suis très directe pour ceux qui me connaissent. Le Sénégal est un pays pauvre. Moi, je dis non, le pays en tant que tel, alors si on est sur des définitions économiques, oui, voilà. Le pays en tant que tel n'est pas pauvre. On a plein de valeurs ici, mais il faut savoir maintenant les mettre en avant et réussir à les commercialiser au-delà de nos frontières. On ne peut pas vivre en vase clos avec juste le minimum vital. On est à l'international, on importe beaucoup. Il serait bien qu'on exporte aussi beaucoup plus. Et donc, pour tout cela, il faut qu'on mette en valeur nos produits et qu'on ne les mette pas en valeur que sur de la matière première, qu'on les mette en valeur de manière transformée. Donc ça c'est vraiment, ça c'est un plaidoyer que je garderai toujours. Oui. Et donc, c'est là aussi où le e-commerce a son rôle à jouer, puisque grâce au e-commerce, on permet d'accéder à tout le monde à ces produits-là. Maintenant, c'est à nous de nous mettre à niveau. Mais merci, bien sûr qu'on a du potentiel. Merci Sabrina. Vous allez sûrement nous revenir plus tard après vos co-panélistes. Je m'en vais donner à présent la parole à Luca Castellani, juriste de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international. Et quand on en parle au niveau du Sénégal, on se rappelle particulièrement le rôle d'Ibrahim Nour et d'Indiagne, et on en profite pour saluer l'ensemble des acteurs de Gaïné 2000 qui sont sur le panel, qui suivent ce panel, et bien entendu l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la problématique. Je sais qu'ils sont très très nombreux. On se félicite d'ailleurs du nombre croissant des spectateurs au fur et à mesure que ce panel se passe. Luca, je vous donne la parole. De votre point de vue, comment est-ce que vous trouvez un peu le secteur au Sénégal et en quoi on devrait l'améliorer? Je pose une question suffisamment large, comme ça vous allez intégrer votre présentation dedans, n'est-ce pas? Ça vous arrange? Tout à fait, merci, grand merci. Oui, moi, là, je veux commencer par évoquer une étude importante qui avait été faite en coopération avec la CNUSED, plutôt, c'était coordonné par la CNUSED, qui est organisation internationale à Genève qui s'occupe justement du développement économique, sur l'état des lieux du commerce électronique au Sénégal.
Et on avait là identifié certaines questions. Il y a une question importante de formation des acteurs, mais même plus en général, de tous ceux qui sont intéressés par le commerce électronique. Il y avait une question des connaissances du cadre législatif et réglementaire qui existe déjà, mais que parfois ou souvent n'est pas exploité complètement. Et là, il faudrait ajouter, il faut mettre ensemble, puisque ce que nous trouvons intéressant est que au Sénégal, il y a déjà des opérateurs économiques qui sont très intéressés et même des fournisseurs de services de confiance. Là, on avait évoqué déjà Gain 2000, qui est bien connu, par exemple, dans les domaines du guichet unique. Et donc, on a la possibilité de profiter de ce point de départ très important. En général, chez nous, on dit toujours que le succès dans le numérique est le résultat de 3 éléments, la combinaison de 3 éléments, c'est-à-dire des décisions stratégiques très claires de la part du gouvernement, une infrastructure technique qui est suffisante, qui nous donne la possibilité justement d'échanger l'information, et un cadre législatif et réglementaire moderne et adéquat aux nécessités du pays. On a vu comme, à la lumière de cette étude de la CNUSED, auquel nous avons contribué aussi, il y avait des problèmes déjà à connaître et à profiter des lois qui existent déjà et qui ont été déjà évoquées aujourd'hui. Le Code civil, des lois plus spécifiques sur la signature électronique, par exemple. Mais on avait aussi noté qu'il y a là un problème important pour ce qui est les rapports transfrontières. Et là, je dois dire, le Sénégal avait eu une intuition géniale il y a 15 ans. Ils ont signé une de nos textes, la Convention sur l'utilisation des communications électroniques dans les commerces internationaux, mais n'a pas encore ratifié. Et donc, une des recommandations de cette étude, c'était de donner suite à la ratification. C'est quelque chose qui, justement, nous sommes prêts à appuyer dans le cas d'intérêt. L'autre opportunité qui vient d'être discutée il y a quelques semaines, c'était l'opportunité de la transformation de la logistique, puisque la logistique et aussi les opérations de financement, de grands financements et les opérations bancaires sont aussi nécessairement à l'international. Et on a là cette belle opportunité de considérer l'adoption de cette nouvelle loi type de la CNUSI sur les documents transférables électroniques qui nous permettent, par exemple, d'avoir les connaissements électroniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une possibilité d'avoir une qualité des données qui sont échangées et même données qui sont soumises au guichet unique de meilleur niveau, de la meilleure qualité, un contrôle sur la filière, un contrôle sur une gouvernance de la logistique vraiment qui est au top. Donc, on a là quelques opportunités, si le Sénégal est intéressé à maintenant à s'impliquer aussi au niveau international, comme il me semble le cas à la lumière de l'activité dans les accords de libre commerce, on peut compléter là. Puisque ce qui existe déjà, comme par exemple les textes CEDEAO, sont des textes qui sont plutôt concentrés sur les questions de protection des consommateurs, qui sont très importants. Mais à la lumière de notre expérience, ce sont les échanges entre professionnels qui sont les noyaux, le moteur du développement du numérique. C'est ce qu'on appelle B2B. Et donc, il faut se concentrer un peu aussi dans cette direction pour profiter. Moi, j'imagine que la lumière de l'expertise, des connaissances, de ce qu'on a déjà fait, le Sénégal, il y a une belle opportunité de se mettre en tête
au processus de transformation numérique de l'Afrique occidentale. Et comme on a vu dans d'autres pays, par exemple, il y a quelques ans, il y avait des développements intéressants à Madagascar d'intégration dans le réseau francophone et pas seulement, comme fournisseur de services et pour plusieurs pays, aussi pour les pays développés, qui peuvent profiter des compétences, des expertises et des avantages d'avoir certaines opérations au Sénégal. Je ne sais pas, Benjamin, si tu veux ajouter un mot ici. Non, merci Luca. Non, je pense que tout est dit. Peut-être je rebondirai dans la conversation tout à l'heure. Merci. Benjamin? Oui. Oui, Ousmane, non, je disais que j'avais rien à ajouter, si ce n'est signaler peut-être les travaux aussi de l'OHADA sur possible acte uniforme sur les transactions électroniques, qui je pense est un peu assez pertinent pour le panel aujourd'hui et pour ces questions qui sont traitées par la CNUTSI, de savoir les réglementations nationales, régionales, globales ont-elles la priorité, ont-elles un sens. Donc, je pense qu'il faut vraiment rester attentif à ces projets également. Oui. Et en ce qui concerne la zone de libre-échange, comme ça a été mentionné tout à l'heure quand même, il y a dans le cadre du protocole sur l'économie numérique, sur le commerce électronique, il y a peut-être là aussi quelque chose à faire en termes d'harmonisation et de modernisation des documents transférables électroniques. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment encore ce qui va être mis dans ce protocole, mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment être utile sur le continent africain et pour les entreprises sénégalaises, car cela permettrait vraiment d'avoir un cadre juridique très harmonisé et très sécurisé, oui. Donc sans changer le contenu du droit commercial qui s'appliquerait. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, n'hésitez pas, hein, si la présentation peut ajouter un peu plus de précision à ce qui a déjà été dit. Non, j'ai pensé que finalement c'était mieux de rester en visuel plutôt que d'avoir une présentation. Je suis d'accord pour dire que ça casserait un petit peu la dynamique du panel que vous animez très bien. Mais n'hésitez pas, si vraiment vous pensez que la présentation, elle peut ajouter un plus, vraiment n'hésitez pas, on est très très ouvert, hein, Luca et Benjamin, sur cela. Abdoulaye Thiam, je rappelle que vous êtes le directeur technique du COSEC, hein, le Conseil sénégalais des chargeurs. Si vous pouvez un peu revenir sur les défis logistiques du e-commerce, hein, votre parole sera d'autant plus crédible que vous êtes confronté, en plus des avantages, à beaucoup de défis naturellement au quotidien. Ce serait important de revenir là-dessus avec la présentation que vous avez préparée pour nous. Merci, Monsieur Gay. Merci de me donner la parole. Je pense que les défis logistiques vont au-delà du e-commerce. Madame Sabrina, tout à l'heure, l'a évoqué lorsqu'elle a posé le problème de la mangue. Aujourd'hui, on est au regret de constater qu'en Casamance, des tonnes de mangues pourrissent, tout simplement parce qu'on n'est pas à mesure de pouvoir transporter ces mangues. On n'est pas à mesure de pouvoir les stocker, les transformer en produits finis. Et la conséquence, c'est qu'on se trouve dans une situation où on continue à importer des jus de mangue, alors que la logique voudrait que le Sénégal soit un pays exportateur de jus de mangue dans un contexte de zone de libre-échange continental où le marché africain s'élève à plus d'1 milliard de consommateurs. Donc, pour dire tout simplement que les défis logistiques sont des défis aujourd'hui d'ordre de développement auxquels la plupart des pays africains sont confrontés. Pour revenir à la problématique de ce jour concernant le e-commerce, il est à noter que la plupart du temps, quand on se lance dans un projet de e-commerce, on a tendance à mettre le focus plus sur la plateforme. On a tendance à dire, je vais développer une plateforme de e-commerce pour ensuite réfléchir aux problèmes logistiques. C'est mettre la charrue avant les bœufs.
Je disais récemment à un groupe de jeunes qui pourraient se lancer dans un projet de e-commerce, je leur ai posé un certain nombre de questions, à savoir, avez-vous des entrepôts de stockage de vos produits? Êtes-vous capable d'assurer correctement la conservation de vos produits? Avez-vous identifié un prestataire logistique pour le transport de vos colis? Et la question fondamentale, c'est est-ce que pour une commande donnée, vous êtes prêt à assurer la livraison dans les délais impartis? Et je m'attarde sur ce mot, les délais impartis. Si on sait que la logistique se définit comme l'art et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon moment, au bon endroit, au moindre coût et avec la meilleure qualité. Donc, aujourd'hui, le défi logistique est un défi qu'il faudrait prendre très au sérieux. Il faudrait vraiment penser et réfléchir sa stratégie logistique avant de se lancer dans de tels projets. Et aujourd'hui, parmi ces défis logistiques qui sont identifiés, on pourrait citer l'automatisation, parce que quand je reviens à cet aspect développement, parce que autant on automatise, autant il y a une grande part qui est dédiée à la partie logistique, à savoir la gestion des stocks. Lorsque vous développez aujourd'hui un portail de e-commerce, ce portail doit être actualisé. Quand je dis actualisé, c'est-à-dire que toute commande qui doit faire l'objet d'une sortie de produits de stock doit faire l'objet d'une réactualisation du stock, en ce sens que toute sortie diminue le stock de produits. Ce qui fait que si le portail n'est pas régulièrement mis à jour, on risque d'être dans une situation où un produit serait commandé alors que la quantité n'existe pas en stock. Et on risque d'être confronté à un problème de livraison. Et notre image peut être écornée en ce sens qu'on accepterait une commande dont on ne serait pas capable de livrer dans les délais impartis. Et cet aspect de dématérialisation, il est très important. Au-delà de cet aspect gestion de stock, il est important dans le développement de gérer tout ce qui est alerte. Quand je dis alerte, il s'agit de seuil d'approvisionnement qui nous permet, lorsque pour un certain nombre de produits, les seuils d'approvisionnement sont atteints, que le processus de réapprovisionnement soit déclenché automatiquement. Certains même vont plus loin en implémentant carrément le tracking de la commande qui permet au client de suivre l'état de sa commande depuis la commande jusqu'à la livraison. Donc, cet aspect automatisation de la plateforme me semble très important. Au-delà de cet aspect automatisation de la plateforme, il est important de gérer également les coûts liés à la logistique. Parce qu'aujourd'hui, si on passe des commandes et qu'on se rend compte qu'au moment de la livraison, il y a des retours clients. Généralement, les retours clients ne sont pas pris en charge, alors que ce sont des charges que nous devons reverser à notre prestataire logistique. Et justement, pour éviter que l'on soit dans ce genre de difficultés, on doit s'assurer que l'emballage correspond bien à la commande qui a été passée. C'est-à-dire que le produit que nous nous apprêtons à livrer correspond bien à la commande qui a été passée par le client. Et pour cela, un certain nombre de conseils et de recommandations sont faites à savoir ajouter l'étiquetage, utiliser des cartons qui sont très solides, avoir la protection adaptée et surtout avoir un bon contrat d'assurance. Parce que sur le trajet, il n'est pas exclu que le produit soit endommagé, auquel cas, il y a une question de responsabilité qui se pose aujourd'hui entre le vendeur et le transporteur. Et chose plus importante aujourd'hui, ce sont les attentes des consommateurs. Si dans un site de e-commerce, nous nous engageons à livrer un produit en 2 jours et que finalement, pour une raison ou pour une autre, on se retrouve à livrer le produit 5 jours plus tard, vous vous rendez compte que l'image de la société peut être écornée. Et le client, au bout du compte, peut passer un commentaire négatif quant à la prestation de ce site web, de ce site qui fait des ventes en ligne. Je pense que ce serait le contraire même qui serait beaucoup plus accepté, c'est-à-dire s'engager à livrer dans 5 jours et mettre tout en œuvre pour que le produit parvienne au client dans 2 jours. Est-ce que vous voyez? Donc, entre autres choses, et c'est par là où je vais terminer, un autre défi également qui est de taille, c'est le choix du partenaire logistique, qui doit être un partenaire de confiance, parce que si on remarque, le processus de commande est un processus dématérialisé. Par contre, le processus de livraison, c'est un processus physique. Et généralement, c'est le partenaire logistique qui est en contact avec le client. Ce n'est pas nous, en tant que e-commerçants, qui sommes directement en contact avec le client, mais c'est plutôt le partenaire logistique. Et si la prestation n'est pas à la hauteur des attentes du client,
ça peut également impacter négativement sur la qualité de la prestation que nous offrons aux clients. Donc, pour dire tout simplement que ces défis logistiques sont au cœur de la prestation que nous sommes à même d'apporter aux clients. Et il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs, s'assurer que toutes ces conditions sont réunies pour pouvoir se lancer. Merci, M. Gueye. Merci Abdoulaye Thiam, directeur technique du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs. Maintenant que nous avons fait un premier tour de table, mais vraiment en profondeur, j'ai vu que chacun a pu développer sur les axes forts de son intervention. J'aimerais bien qu'on regarde ensemble ces interventions du public pour éclairer les uns et puis répondre aux autres. En attendant que je puisse avoir toutes ces questions sur un Word à projeter pour que tout le monde les voit en temps réel, il y a une question de Oumar Ngom, je pense. La formalisation des entreprises est un enjeu majeur pour... voilà, bon, ça c'est une contribution. Alors, sinon, j'invite tous les panélistes à regarder les questions et puis chacun pourra intervenir selon un peu voilà, l'interpellation qui aura été faite. Ma question, là au moins on est sûr que c'est une question de Gabon Marina qui dit « Ma question s'adresse à l'expert de la DCE. Quels sont les mécanismes utilisés pour financer la stratégie nationale sur le commerce électronique au Sénégal ?» Et je pense bien qu'il parle de Hassan Diankha. Qu'elle parle hein, de Hassan Diankha? Effectivement, elle parle de moi. J'en profite pour saluer ma sœur pas Sabrina, plutôt Marina, qui est une collègue en tout cas qui se trouve au niveau du Gabon. Oui. Alors, par rapport à la question, c'est qu'on a pu trouver quand même, disons, un mécanisme que j'allais dire un peu intelligent en fait. Ce qui s'est passé, je l'ai dit tout à l'heure, donc la stratégie nationale de développement du commerce électronique est une déclinaison de plusieurs documents, dont la SN 2025, la stratégie numérique Sénégal 2025, donc qui a, disons, plusieurs aspects sectoriels, notamment le e-santé, l'éducation, mais également le e-commerce. Alors, ça, c'est un premier document qui nous a permis un peu d'orientation, mais il y a également un autre document qui est l'étude, en tout cas, qui est menée par la CNULCED dans plusieurs, disons, pays, qui s'appelle le ET-Ready. Donc, c'est une étude un peu qui vise à évaluer l'état de préparation des pays à faire du e-commerce. Et c'est principalement même cette étude qui avait donné comme recommandation au Sénégal de développer une stratégie de commerce électronique si, en tout cas, le pays veut tirer profit du commerce électronique, en tout cas de ce secteur d'activité. Donc, nous, on a élaboré, disons, les termes du panel. Je sais qu'elle demande la question en tant qu'institutionnel pour pouvoir également, disons, avoir la possibilité, eux également, d'avoir cette stratégie. Mais on a élaboré des termes de référence qu'on a, disons, transmis aux différents partenaires techniques et financiers. On a eu la chance de décrocher le cadre intégré et renforcé, donc qui est une structure organisation internationale qui vise à appuyer un peu le développement du commerce dans les pays les moins avancés, les PMA. Donc, c'est avec, disons, le cadre intégré et renforcé qu'on a pu quand même financer notre stratégie. Mais il y a également une partie du financement qui a été assurée par l'État du Sénégal. Je pense que ça, c'est chiffré à près de 15%, en tout cas, la contribution du Sénégal dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie. Merci beaucoup. Hassan Diankha, on reste avec vous. Hein. J'espère que Marina saura me pardonner parce que j'ai cru que Gabon faisait partie de son nom. Je dis Gabon, Marina, voilà. Alors que j'oublie que le Gabon, bon voilà, c'est le pays à partir duquel elle parlait. Il y a également une question de mon tourneau Tamsir Ousmane Traoré. Alors, deux questions rapides. Hein. La première, on répond question par question. Est-ce que le fait de payer la TVA à la facturation n'est pas un frein? Hassan. Excusez-moi, je n'ai pas suivi la question. C'est une question de Tamsir Ousmane Traoré. Est-ce que le fait de payer la TVA à la facturation n'est pas aussi un frein? Bon, il faut savoir un frein à quoi, par rapport à quoi? Parce que, également, je pense que la TVA, ce n'est pas une taxe anodine. Donc, je pense que c'est une taxe, ça dépend des gens, des pays. Je pense que ça revient un peu à la question qui a été soulevée tout à l'heure par rapport à la formalisation. Moi, je pense que je le dis tout le temps, la formalisation aujourd'hui ne doit plus être une option. Je pense que dans tous les pays, notamment au Sénégal, on n'ira
forcément vers ce qu'on appelle la régularisation des secteurs. On ne peut plus aujourd'hui assister à des secteurs désorganisés. Je pense que tous les pays aujourd'hui sont en train de réfléchir sur des mécanismes pour un peu, disons, amener les acteurs à se formaliser. Et quand on se formalise, ce n'est pas principalement pour aller, disons, taper du doigt ou bien lever des taxes, entre autres, mais la formalisation, je pense qu'elle est extrêmement importante. D'habitude, les PME évoquent souvent la question fiscale quand on parle de régularisation. Et je rappelle que récemment, on a eu ce qu'on appelle la Startup Act, qui est la loi sur les startups, qui dit que durant les 3 premières années de développement, la startup quand même est exonérée de tout ce qui est paiement de taxes. Et je pense que ça, c'est des éléments extrêmement importants, en tout cas, qui visent à, disons, encourager les startups à aller vers la formalisation parce qu'ils ont énormément de points positifs quand même à tirer, en tout cas, de cette formalisation. Je ne veux pas trop qu'on insiste sur les questions de paiement de taxes parce que c'est un droit, en fait, ça va même au-delà d'un droit, c'est un devoir, je pense. Et je pense que ça fait partie. D'habitude, même la TVA, c'est vrai que c'est facturé par... c'est toujours facturé déjà aux clients. Je pense que c'est le client final d'habitude qui paie la TVA. Donc, je ne pense pas que cela puisse avoir un impact sur l'activité des entreprises. M. Gueye. Je ne sais pas si ça répond à la question de Tamsir, que je n'ai pas trop bien compris d'ailleurs. Une question qu'il complète, hein, si ça vous aide un peu, en disant que le fait de payer une TVA sans pour autant l'avoir encaissée est un grave frein au développement des PME car cela alourdit la trésorerie de l'entreprise. Alors, je ne comprends pas trop quand il dit, en tout cas, de payer sans l'avoir encaissé. Mais ça revient à ce que j'avais, en tout cas, ce que j'avais dit dans la réponse précédente. Je pense que la TVA, elle est facturée au client, en tout cas au client. En fait, dans mon entendement, c'est facturé au client final. Donc, je ne vois pas en quoi cela peut quand même être un frein au développement de l'activité de l'entreprise, personnellement. Merci, merci Hassan. Peut-être que Tamsir interviendra directement pour éclaircir un peu sa question. Sabrina, quand on parle de TVA, d'obligations fiscales, je pense que ça la concerne. Sabrina, est-ce que vous pensez que la question est peut-être, disons, arrive, est-ce qu'elle est bien posée par rapport à la problématique? Sabrina? Oui, alors je pense voir à peu près pourquoi Tamsir pose la question. Là, on ne parle pas uniquement de e-commerce au niveau national, mais on parle aussi des échanges à l'international. Et encore que la question peut se poser aussi sur le national, à savoir que la question se pose sur le national quand vous avez en rapport une entreprise formelle et une entreprise informelle, où là, il va être compliqué, et je ne vais pas rentrer dans le détail de la fiscalité, de la comptabilité, hein, d'accord, mais juste où il va être compliqué, en fait, pour l'entreprise qui est formelle, elle va devoir reverser de la TVA qu'elle a encaissée auprès des impôts, mais elle ne va pas pouvoir déduire de cette TVA encaissée la TVA qu'elle a pu elle-même éventuellement payer en s'approvisionnement auprès de structures informelles qui, elles, ne déclarent pas la TVA. Donc ça, c'est une question que l'on connaît de manière globale au niveau national. Ça, c'est une chose. Et la question, elle se pose, enfin avec le même résultat, mais sous un autre angle, dans les rapports internationaux que je connais moins, mais c'est vrai que très souvent, on a cette question qui est posée. À partir du moment où je suis en relation avec une structure à l'international, une entreprise, comment je gère la TVA entre les deux? Parce que là, on est sur 2 pays différents et maintenant, il va falloir qu'on regarde maintenant quelle est la réglementation qui va s'appliquer dans le cadre des échanges entre ces pays. Et je dirais, au-delà même de la question TVA, et je pense que, alors je ne sais plus si c'est Benjamin ou Lucas qui en a parlé tout à l'heure, c'est aussi d'aller jusqu'à cette harmonisation, réglementation, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui puisse amener une réglementation plus claire ou plus accessible en tout cas,
en termes de fiscalité, mais de frais de douane, même sur les frais de transport et autres, pour que les gens s'y retrouvent un peu plus. Mais là aussi, il y a la règle qui est plus ou moins compliquée à connaître, mais il y a le fait d'aller vers la bonne information, de faire appel aux experts qui sont capables de bien vous l'expliquer, de bien l'appliquer. Enfin, voilà, il y a tous ces éléments-là aussi qui entrent en jeu. Et tout ça, et c'est là où je voudrais quand même saluer ce que M. Thiam disait tout à l'heure avec tous les éléments dont il a parlé. Tout ça, ça se prépare en fait en amont. Et ce qu'on constate beaucoup ici, c'est que les entreprises se lancent et réfléchissent après à l'organisation, à la préparation. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour la question de Tamsir, hein. Je parle de manière très générale. Il y a un certain manque de préparation et les gens se trouvent devant le fait accompli au lieu de l'avoir anticipé. Merci. Et Merci, c'est là où c'est dommage. Merci Sabrina. Alors, j'aimerais me tourner de nouveau vers Luca. Je vois Benjamin, mais je ne vois pas Luca. Est-ce qu'il est toujours là? Mais si on n'a pas Luca, c'est qu'on a Benjamin, n'est-ce pas, Benjamin? Mais Luca est là aussi. Hein. Voilà, très bien. On est tous les deux là. Très bien. Donc, j'adresse la question à Benjamin. On parle de compétitivité, bien sûr, à l'échelle internationale, mais on oublie que l'échelle internationale pour le numérique, c'est partout à la fois, en fait. Comment est-ce que les entreprises, par exemple, au niveau du Sénégal, peuvent résister un peu à la grosse offensive des géants occidentaux du e-commerce? Je pense à une plateforme comme Amazon. Qu'est-ce qu'on devrait faire en réalité? C'est une question très intéressante. Alors, qui, je dois dire, sort un petit peu du mandat de la CNUTSI en tant que tel, hein, qui est bien un mandat d'harmonisation et modernisation du cadre juridique. Après, le fait est que, en ce qui concerne les textes de la CNUTSI sur le commerce électronique, je reviens un peu toujours à ce sujet-là. Leur connaissance et leur application qui a été mise en œuvre dans des pays, comme je le disais tout à l'heure, au profil très varié, qu'il s'agisse du niveau de développement, de la culture juridique, du continent, etc., fait que l'avantage pour des entreprises sénégalaises d'évoluer dans un climat juridique qui est pas le même, parce que les textes de la CNUTSI ne sont pas toujours appliqués de la même manière partout. On ne reprend pas 100% des mots d'une loi type dans tous les pays. Mais le fait d'évoluer dans un cadre juridique qui est relativement harmonisé vous permet à vos acteurs économiques du e-commerce, justement, de connaître ces règles, de les pratiquer et donc de se projeter plus facilement à l'étranger. Donc, je dirais que ça serait du point de vue de la CNUTSI, c'est vraiment l'argument phare, puis notamment à l'harmonisation des cadres juridiques. Ensuite, sur la question plus là relative au protectionnisme vis-à-vis des géants du numérique, c'est une question sur laquelle j'aurais du mal à répondre pour des questions un peu de neutralité et sur laquelle de toute façon la CNUTSI ne travaille pas directement. Tout à fait. Mais je n'ai pas parlé de protectionnisme quand même. Hein. Non, mais je comprends le sens de la question et ça répond à des préoccupations qu'on rencontre qui sont légitimes. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Hassan, peut-être un regard là-dessus, comment vous renforcez nos acteurs nationaux? Parce que quand on parle de compétitivité, c'est qu'on est d'abord renforcé à une échelle locale pour aller à la rencontre des autres. Absolument, M. Gueye. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau du Sénégal par les différents départements ministériels. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un marché qui présente énormément de potentialités, mais également de craintes de la part des acteurs. Et moi, ce que j'ai l'habitude de le dire, et je le dis à titre introductif, c'est que quand on parle de zone d'intégration, ça doit d'abord être une zone de coopération et non une zone de concurrence. Ça peut être une zone de concurrence après, mais d'abord, c'est d'en faire une zone de coopération. Donc, ce qui est disait dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est d'offrir aux différents acteurs un marché assez ouvert, donc un marché de 1,2 milliard
de consommateurs qui est susceptible d'évoluer. Donc, on vous offre ce marché-là pour que vous puissiez quand même développer vos principales activités. Mais pour pouvoir, disons, évoluer dans ce marché-là, je pense qu'il faut se préparer en conséquence. Et ça fait partie aujourd'hui du renforcement de la compétitivité. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle, je le rappelle tout le temps, nous, la stratégie que nous avons, c'est une stratégie qui vise à promouvoir le développement du commerce électronique au Sénégal. Et dans sa première phase, ce qui nous intéresse, c'est le commerce électronique local. Parce qu'on ne peut pas avoir l'intention, je ne veux pas dire prétention, la prétention de vouloir intégrer un marché continental beaucoup plus large si on ne parvient pas quand même à exister sur son propre marché. Ce que nous voulons, c'est d'abord qu'on existe sur notre propre marché. Et je le rappelle tout le temps, quand vous avez parlé des plateformes internationales de commerce électronique, et moi j'ai l'habitude de donner l'exemple de Alibaba, qui est une plateforme chinoise et qui fait 85% de son chiffre d'affaires sur son propre marché. Il faut également que les acteurs sénégalais puissent d'abord tirer profit du marché sénégalais pour pouvoir espérer quand même aller dans d'autres marchés. Et dans le cadre de la stratégie nationale de développement du commerce électronique, il y a plusieurs actions qui sont prévues dans ce cadre-là. Au-delà du renforcement, disons, de l'infrastructure, aussi bien l'infrastructure hard que l'infrastructure soft, nous avons également d'autres éléments. Le renforcement du cadre juridique, déjà, ça fait partie en tout cas de nos ambitions. Et à ce titre, je rappelle qu'avec la CNUDCI, quand même, on a commencé un partenariat allant dans ce sens. Il y a également un autre volet extrêmement important que je voulais évoquer, c'est la mise à niveau des acteurs aujourd'hui, des entreprises. On a un large programme quand même de mise à niveau des acteurs pour leur permettre quand même d'exister d'abord sur notre marché domestique, mais également de pouvoir, disons, explorer le marché continental dans le cadre de la ZLECAf. Et ce sont des actions qu'on va commencer prochainement à mettre en œuvre et qui sera pour le bénéfice des acteurs. Merci, merci beaucoup Hassan Diankha de la direction du commerce extérieur du Sénégal. J'aimerais qu'on ouvre la parole au public. Hein. Je vois M. Biran Yayawan qui lève la main. Est-ce qu'il nous entend? M. Wan, s'il peut réactiver son micro. Bonjour, je vous entends là. Bonjour, bienvenue à vous. Sinon, ça va? Je vais très bien. Soyez le bienvenu. Alhamdulillah. Donc, bonjour à tous les panélistes. Bonjour à mon ami Abdoulaye Thiam, directeur technique du COSEC. Bonjour à M. Hassan Diankha, de notre ministère du Commerce. Moi, je suis Biran Yayawan, je suis directeur d'une entreprise qui évolue dans le transport terrestre et maritime au Sénégal, la GEMIT. Mais indépendamment de ça, je suis le président du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal, Innovation, Croissance. Donc, je suis un acteur économique très averti et j'aime bien écouter M. Hassan Diankha développer quand même, qui nous parle souvent, qui nous a déjà parlé de la ZLECAf. Mais aujourd'hui, par rapport à la ZLECAf, je me dis que nous, acteurs économiques sénégalais, nous sommes quand même en retard. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché ouvert. Nous ne sommes pas certes en compétition, mais si on ouvre un marché où il y a des Tunisiens, où il y a des Marocains, où il y a d'autres quand même pays qui sont quand même très compétitifs par rapport au e-commerce. Donc, nous, Sénégalais, nous avons quand même des soucis à nous faire. Aujourd'hui, sur le plan purement commercial, si on nous dit que la Tunisie, aujourd'hui, nous devance de 53 ans, nous, Sénégalais, si on travaillait sérieusement matin et soir, donc, vous savez, donc il y a quand même, il y a quand même un gap quand même à combler, quand même, qui est quand même considérable. Et par rapport au Sénégal, nous avons un dysfonctionnement institutionnel qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas profiter de tous ces avantages qu'offre le e-commerce. Il y a l'absence du cadre institutionnel du secteur privé, par exemple, dont M. Hassan Diankha ne va pas parler. Quand on parle de commerce dans un pays, il faut aussitôt penser, par exemple, aux chambres de commerce. Aujourd'hui, nous avons quand même nous avons une chambre de commerce dans toutes les 14 régions du Sénégal, mais le cadre institutionnel aujourd'hui n'est d'aucun apport pour les acteurs économiques. Tout à l'heure, M. Hassan Diankha a parlé de l'ADA. Mais aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais l'ADA aujourd'hui a ses limites. On nous parle des mangues qui pourrissent dans la zone sud. Mais les mangues qui poussent dans la zone sud, peut-être qu'avec les agropoles
que l'État a créé récemment, tout récemment, peut-être qu'on aura un début de solution pour ces mangues qui pourrissent, alors qu'on pouvait en faire des jus de mangue qu'on pouvait exporter. Mais ce que le COSEC a essayé et a fait et a réussi avec brio, par exemple avec la filière anacarde, il y a de cela quelques années, mais face aux Indiens qui étaient venus nous assiéger pour nous prendre de force nos noix d'acajou, pour les exporter. Mais il y a le COSEC, par le biais de son directeur général, M. Moudio, qui a eu à jouer un rôle quand même très considérable pour freiner ces Indiens qui étaient venus nous prendre nos noix d'acajou, par exemple. Mais aujourd'hui, le dysfonctionnement institutionnel, nous sommes dans un pays où rares sont les administrations dématérialisées qui devaient quand même apporter leur soutien à l'acteur économique pour qu'il soit compétitif par rapport à ces nouveaux marchés qui s'offrent à lui. Mais nous, Gaïndé de 2000, Orbus, pourtant, a eu à gérer de main de maître et jusqu'à présent l'administration des douanes sénégalaises pour le dédouanement. Et aujourd'hui, Orbis 2000, Gaïndé 2000, ils ont expérience dans le e-commerce de manière générale pour quand même exportable, parce que leur expérience aujourd'hui dans beaucoup de pays de la sous-région, Orbis 2000, Gaïndé 2000 est présente. Et ça, c'est un problème. Mais indépendamment de ça, nous, au niveau de l'Union nationale des chambres de commerce, on a eu à créer un guichet unique en rapport avec Gaïndé 2000 pour que le commerçant qui vient nous voir, qu'il puisse, de un, obtenir ses papiers d'ordre administratif, le registre de commerce, l'ouverture de son compte bancaire sur place, sa déclaration au niveau des impôts, à moins qu'on n'opte pas d'être un délinquant fiscal. Mais tout ça, c'était réglé au niveau de l'Union nationale des chambres de commerce. Mais c'est que le problème que nous avons aujourd'hui, et c'est le seul problème, c'est le problème que nous avons avec notre administration centrale, notre gouvernement, qui est un gouvernement qui ne partage pas avec les acteurs économiques leur souci de performance. Ils sont en retard et ils sont dépassés. Moi, quand on parle de la ZLECAf, j'ai peur. On va ouvrir un marché où nous serons bouffés comme de petits poissons face à des mastodontes de pays comme les Tunisiens, comme les Marocains ou bien d'autres nationalités. Donc, nous, peut-être que j'aurai l'occasion quand même de développer tout ce que je veux dire par rapport à ça. Mais là, nous, quand même, nous sommes mal barrés présentement pour quand même affronter la ZLECAf où nous serons quand même bouffés en 2, 33 mouvements. Je vous remercie. Merci, M. Wan. Je vois qu'Hassan est en train de sourire. Hein. Hassan, peut-être une première lecture assez rapide sur l'intervention de M. Wan. Oui, très rapidement. D'abord, remercier M. Wan pour son intervention. J'ai compris un peu les craintes et je pense avoir anticipé un peu sur la question de la crainte que les acteurs pourraient avoir quand on leur parle de zone de libre-échange continentale africaine. Et on a fait énormément, d'activités pour les sensibiliser, en tout cas, sur les risques et les potentiels, en tout cas les avantages de cette zone de libre-échange continentale africaine. Heureusement que je suis avec M. Abdoulaye Thiam, qui pendant longtemps a été le coordonnateur du sous-comité sur le commerce des services. Moi, j'étais le rapporteur. On a fait beaucoup de missions ensemble sur la zone de libre-échange continentale africaine. Au niveau international, on a co-animé beaucoup de panels au niveau national pour sensibiliser les acteurs sur la zone de libre-échange continentale africaine. Peut-être que lui également pourra apporter en tout cas sa contribution dans cette question. Mais quand M. Biran parle de dysfonctionnement institutionnel, moi je me perds un peu. Parce que si institutionnel, en tout cas, il vise le gouvernement, je ne pense pas qu'il y ait un dysfonctionnement. Nous, on a beaucoup de cadres, en tout cas, qui ont des cadres de dialogue. On a, par exemple, le groupe de travail sur le commerce électronique qui est institué depuis, je pense, combien d'années, très longtemps. On a le Comité national de négociation commerciale internationale qui regroupe tous les acteurs aujourd'hui, que ce soit l'administration publique, que ce soit le secteur privé et même la société civile. On organise encore beaucoup d'activités. Maintenant, s'il y a des dysfonctionnements au niveau du secteur privé, où on a beaucoup d'organisations patronales, où on a 14 chambres chambres de commerce au niveau régional et une union nationale des chambres de commerce internationales, je ne vois pas
en quoi ces dysfonctionnements pourraient quand même concerner l'administration très sincèrement. Merci beaucoup. Je ne veux pas en tout cas aller dans des débats qui peut-être ne nous permettraient pas d'avancer. Et je la remercie d'avoir encore pour son intervention, M. Gueye. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire par rapport à son intervention. Merci Hassan, merci M. Wan. Alors, Abdoulaye Thiam a été indirectement désigné par Hassan pour prendre la parole à sa suite. Monsieur le directeur. Merci, M. Gueye. Donc, je remercie le doyen M. Wan, qui est un partenaire de premier choix pour le Conseil. Je le remercie également pour son témoignage sur les actions du COSEC dans le cadre de la campagne de l'ANACART, qui renvoie toujours aux problèmes logistiques que j'avais posés dans ma première intervention. Parce qu'effectivement, le transport de cette anacarde n'était pas gagné d'avance, parce qu'il fallait transporter l'anacarde par voie maritime, alors que le port de Ziguinchor n'était pas prêt à pouvoir transporter des conteneurs de Ziguinchor à Dakar. Il fallait donc déployer toute la logistique nécessaire à ce transport d'anacarde via le port de Ziguinchor, en faisant en sorte que les déclarations en douane se passent via un régime de transbordement, permettant aux conteneurs d'être transportés à Dakar directement vers l'Inde et la Chine. Ce n'était pas évident, mais effectivement, c'est un défi qui a été relevé, faisant passer en termes statistiques les exportations d'anacarde de 0 en 2018 à 32 000 tonnes en 2019, puis à 65 000 tonnes l'année suivante. Et aujourd'hui, je pense qu'on a franchi la base des 80 000 tonnes, ce qui n'est pas négligeable pour notre balance des paiements. Pour revenir à la question de la zone de libre-échange continentale, comme Hassan l'a dit tout à l'heure, effectivement, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre du commerce des services par rapport à l'offre du Sénégal au niveau de l'Union africaine. Et ça, j'en profite également pour remercier la DCE, parce qu'au niveau africain, le Sénégal fait partie des pays qui ont été le plus dynamiques, surtout par rapport aux listes d'engagement qui ont été déposées. Et je pense que les listes d'engagement du Sénégal font partie des premières listes qui ont été déposées au niveau de l'Union africaine. Je parle sur le contrôle de Hassan Dianka. Je comprends également la préoccupation de notre secteur privé. Je comprends très bien la préoccupation de M. Wan, parce qu'effectivement, en ouvrant notre marché, si aujourd'hui notre secteur, notre secteur privé n'est pas prêt, n'est pas suffisamment prêt pour pouvoir se lancer dans le marché africain, effectivement, on risque d'être bouffé par ces mastodontes qui viendront de l'Égypte, qui viendront de la Tunisie, ainsi de suite. Et je pense que c'est là le rôle des conseils de chargés, c'est ça le rôle également des chambres de commerce qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui pour une formalisation de nos acteurs. Tout à l'heure, Sabrina l'a dit, quand on se formalise, tout dépend de la cible. Si aujourd'hui, on a juste intérêt à faire son petit commerce de façon informelle, c'est différent de celui qui aujourd'hui veut se projeter sur un marché d'1 milliard et quelques de citoyens. Et il y a la matière. La matière, elle est là. Le cadre légal également, il est là. Le Sénégal est très actif au niveau de la zone de libre-échange continentale. Et je pense que le secteur privé peut profiter de tous ces accords que le Sénégal a pu engranger ça et là dans le cadre des négociations internationales. Merci, M. Gueye. Merci beaucoup, Abdoulaye. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole chez les panélistes? Luca, qui ne l'a pas prise depuis un bon moment. Je voulais, si possible, revenir sur l'intervention très intéressante de M. Thiam. Oui, Abdoulaye. Au sujet de la logistique. Et justement, il a évoqué plusieurs sujets très intéressants. Je trouve là, il ne faut pas oublier qu'enfin, même quand il s'agit des commandes qui sont faites par des consommateurs à l'extérieur, enfin, les marchandises qui sont importées dans des conteneurs. Il y a toute une filière logistique importante. Je trouve là vraiment, il faut souligner que la dématérialisation de toute cette filière nous aidera beaucoup pour améliorer la gouvernance et les contrôles sur chaque étape du transport de la marchandise. Je trouve que là, à la lumière
de l'expérience que le Sénégal a déjà avec le guichet unique, c'est quelque chose qu'on peut justement discuter, explorer et qu'on a vraiment la possibilité de mettre en œuvre avec un effort limité, disons-nous. Mais je souligne là la possibilité pour le Sénégal de devenir le phare dans la région. Parce qu'une fois que tout cela marche bien au Sénégal, ça peut être très aisément exporté dans les pays voisins et on peut bien montrer, et là, on a la possibilité de récupérer des ressources super importantes. Et là, évidemment, je parle de l'extérieur et c'est là où j'aimerais bien avoir aussi le point de vue de M. Thiam qui est dans la meilleure position d'évaluer si vraiment il est possible de procéder avec ces processus de transformation numérique et s'il pense que les opérateurs de commerce, au moins le plus important, les plus grands, ils sont prêts à accepter le défi du numérique dans les documents comme les connaissements. Abdoulaye? Voilà, bonjour Monsieur Gay. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la signature électronique, aujourd'hui, c'est une question sur laquelle Gain 2000 est en train de mener un grand travail, un travail très important. Aujourd'hui, quand vous voyez Orbus, qui est la principale plateforme qui se positionne en phase de pré-dédouanement, on a réussi à faire en sorte que tous les documents de pré-dédouanement soient envoyés au niveau de la douane à travers une signature électronique. Et la plupart des pôles qui sont connectés à Orbus aujourd'hui sont des entreprises, comme Lucas l'a souligné tout à l'heure, qui ont déjà accepté ce protocole de transfert d'échange de données à travers une signature électronique. Ils ont tous un token à partir duquel ils authentifient le document qui est envoyé à la douane. Est-ce que vous voyez? Le connaissement électronique, c'est une question qui est en cours de réflexion aujourd'hui sur laquelle, mais je pense que le cadre légal même sur la signature électronique est en train d'être validé. Je parle sur le contrôle de Gain 2000. Il travaille bien sur ces questions-là, mais toujours est-il qu'au niveau de dématérialisation, je pense que c'est des questions sur lesquelles nos entreprises doivent être amenées à y adhérer de façon très progressive. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoulaye. Alors, je vois que M. Biran Yayawan demande la parole de nouveau, mais j'aimerais qu'on la donne d'abord à quelqu'un qui ne l'a pas encore prise. Je vois que Mohamed Bokoum lève la main dans le public. Je lui ouvre le micro. Mohamed? Oui, Ousmane. Alors, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Mohamed Bokoum, juriste spécialisé dans le domaine du numérique. J'ai bien suivi les échanges. J'aimerais, moi, en tant que juriste, essayer d'apporter des précisions par rapport à la compétitivité des e-commerçants au niveau international, en tenant compte des questions juridiques. Parce que rien qu'hier, j'ai publié un résultat d'audit que j'ai fait par rapport aux 3 sites considérés comme le top 3 des sites de e-commerce au Sénégal. Et selon ces résultats-là, d'après les analystes, ces sites sont loin, par exemple, sur le plan juridique, en matière de mention légale, en matière de protection des données personnelles, en matière de conditions générales de vente. Des sites sur le plan juridique qui sont loin d'être en conformité. Et avec ça, je me dis, est-ce que ces sites-là pourront être compétitifs sur le plan international, surtout dans l'espace européen, avec l'application du RGPD, qui est vraiment une réglementation beaucoup plus contraignante que celle de nos lois-là qu'on applique ici au Sénégal ou bien en Afrique de manière générale, avec des autorités de contrôle qui presque toutes les semaines sanctionnent les sites de commerce qui ne font pas vraiment une utilisation des données personnelles en conformité avec la réglementation. Est-ce que pensez-vous que ces sites de commerce-là pourront vraiment prospérer dans ces zones-là? Parce qu'au Sénégal, on se rend compte que je dirais la quasi-totalité des sites de commerce au Sénégal ne sont pas conformes sur le plan juridique. Et Sabrina l'a dit au début de ses propos, il faudrait même vraiment prendre en compte ces questions juridiques-là pour vraiment assurer la sécurité juridique. Parce que pour pouvoir se développer, je pense que ce n'est pas seulement l'aspect
développement commercial, acquisition de nouveaux clients et tout ça. Mais la question juridique est une question fondamentale et la conformité juridique vraiment est un levier pour pouvoir leur permettre vraiment d'être compétitifs sur le plan international et que ces sites d'e-commerce-là devaient prendre en compte et essayer de se conformer pour pouvoir vraiment être compétitifs sur le plan international. Je pense que c'est un critère à ne pas du tout négliger. Merci beaucoup Mohamed. Je n'avais pas reconnu le juriste spécialisé dans le numérique et merci pour vos nombreuses contributions sur les textes juridiques et notamment les décisions de la CDP. Je vois que vous êtes en plein un peu dans ce secteur. J'aimerais qu'on refasse un dernier tour de table maintenant sur le financement ou les financements au pluriel. Qu'est-ce que quelqu'un comme Hassan Diankha pourrait nous en dire en 1 minute? Alors, pourquoi pas sur les financements? Comme je l'ai dit, dans le cadre de notre stratégie, dans l'un des axes, en tout cas, les actions prioritaires, il y a le volet financement. Et nous, ce que nous avons suggéré dans le volet financement, c'est qu'il y ait un mécanisme beaucoup plus innovant. J'ai parlé tout à l'heure de l'ADER, même si le doyen ne sera pas d'accord. En fait, on a l'ADER qui est un mécanisme de financement, même si l'ADER priorise les projets numériques. Ce n'est pas un financement qui est exclusivement dédié au projet numérique. Nous voulons aller beaucoup plus loin, avoir quand même des mécanismes de financement qui viseraient, en tout cas, de manière beaucoup plus spécifique, disons, les aspects numériques. Mais pour l'instant, quand même, comme je l'ai dit, on a l'ADER, mais on a également d'autres mécanismes de financement, en tout cas, qui soient privés ou publics. Et ce que je voudrais dire, et peut-être que je terminerai par là, c'est qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui au niveau du Sénégal qui lèvent énormément de fonds sur le marché mondial. Je pense que la dernière start-up qui a eu à lever des fonds en date, c'est, je pense que le cas de Yobuntu. Donc, il y a eu des mécanismes de financement, en tout cas plus ou moins rodés au niveau national, mais également il y a beaucoup d'opportunités également au niveau international. J'ai rappelé tout à l'heure également que nous travaillons avec le bureau de mise à niveau pour permettez la répétition, la mise à niveau des entreprises qui souhaiteraient en tout cas se lancer dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine sur le financement. Merci. Merci. Sabrina? Oui, merci Ousmane. Effectivement, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit auparavant, l'intervention de M. Bokoum, et puis sur la partie financement. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est que il faut, en tant qu'entreprise, pouvoir se mettre à niveau pour ensuite être compétitive. Et je l'ai dit, le chemin est long, il y a plusieurs étapes. Les entreprises, en premier lieu, disent la plupart du temps « je n'ai pas les moyens de ». Alors, le « je n'ai pas les moyens de », on relativise. Quelles sont les priorités? Où est-ce que l'on veut aller? Et prendre la question par le bon côté. Aujourd'hui, on a des mécanismes de financement qui permettent d'alléger non seulement les charges de l'entreprise, je ne sais plus si c'est M. Thiam ou Hassan qui en a parlé tout à l'heure avec notamment le Startup Act, et puis on a eu l'équivalent avec la loi d'orientation pour les PME. Je pense qu'on est encore en attente de textes d'application, mais voilà, on a un pas quand même qui est fait. Mais on a également des mécanismes, des soutiens par le bureau de mise à niveau, comme Hassan vient de le dire. On a également via la DEPME, on a via d'autres programmes également qui permettent aux entreprises de faire appel à des experts, parce que quoi qu'on dise, là je suis pas uniquement pour vendre de l'expertise, de la consultation, mais c'est une réalité, faire appel à des experts, à des gens dont c'est le métier, de pouvoir établir tout cela, de pouvoir faire les cadrages qu'il faut à quelque niveau que ce soit, et d'alléger la facture justement par une prise en charge au moins partielle des honoraires de ces experts. Il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, je ne suis pas experte en logistique. Si demain, je veux développer une activité où j'ai besoin d'avoir une expertise de logistique, je vais y mettre le coût. Et maintenant, selon les moyens que j'ai, je sais que je vais pouvoir faire appel à un niveau d'expertise qui sera plus ou moins élevé. Et ça, il faut l'admettre. Mais il faut que les entrepreneurs aussi, il faut que les entreprises prennent conscience
de ce qu'elles ont à mettre en œuvre, à mettre en place pour pouvoir avancer. Mais les aides, les mécanismes de financement existent et contrairement à ce que beaucoup disent et avancent, et ça je n'ai pas peur de le dire, le premier frein pour moi dans ce pays voilà, au développement de l'entreprise n'est pas le financement. Ce n'est pas le financement. De l'argent, il y en a. Il y a de l'argent dans les caisses. Ah, mais il y a de l'argent. Maintenant, il faut aller regarder quels sont les critères pour que je puisse avoir accès à ça. Et c'est là où il faut se mettre à niveau. Voilà. Tout à fait. Donc, quel type de financement en rapport avec quelle structure, hein, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Moi, il y a plein de types de financement que je ne connais pas aujourd'hui. Je sais que les soutiens, par exemple, du COSEC, j'en ai entendu parler assez tardivement. Je ne les connaissais pas. Et je ne peux pas dire que je les maîtrise dans le détail. Mais par contre, voilà, aller vers les structures qui peuvent vous orienter vers tel ou tel type de financement. Donc là, il faut vraiment, on le répète souvent, mais aller rechercher aussi l'information. Oui, c'est du temps, oui, ça peut coûter de l'argent, mais si vous croyez en votre entreprise, si vous croyez dans le développement, dans le potentiel, vous y mettez le prix, hein, tout simplement. Merci Sabrina. Alors, je vois que M. Wade lève la main, mais nous n'avons que 3 minutes pour conclure ce panel. J'aimerais bien qu'on redonne la parole à Luca et à Benjamin pour conclure là-dessus. Oui, merci. Je sais, le financement est un sujet souvent évoqué. La bonne nouvelle ici est qu'on a l'argent, notamment pour ce qui est la logistique et l'adoption soit de la loi type de la CNUSI sur le document transférable électronique, soit la mise en place, l'adoption des standards techniques et tout ça. Il y a un volet spécifique du G7. Il y a une déclaration du G7 de l'année passée qui endosse cette loi type et qui met des ressources à disposition de pays en voie de développement. Et là, moi, je rêve de voir le Sénégal, encore une fois, en tête. Et je dois dire, là, peut-être Benjamin, il a plus d'informations, mais on vient justement d'avoir un webinaire avec le Sénégal précisément sur ces sujets. Et là, où on a eu pas mal de réponses positives et on a démarré, et avec l'aide précieuse de la Chambre de commerce internationale, et soit du chapitre sénégalais, soit des autres chambres de commerce d'Afrique francophone. Benjamin, tu peux donner quelques précisions là? Non, en effet, on a eu une réunion publique avec la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, qui est partie prenante de cette initiative sur l'adoption de la loi type sur les documents transférables électroniques en droit sénégalais, avec l'aide d'Hassane Dianka, que je remercie encore au passage. Et en effet, il y a donc une composante financement dans la déclaration du G7 avec un fonds qui est mis en place pour les pays en développement parce que au final, la digitalisation, la numérisation des documents transférables électroniques, des documents commerciaux internationaux va bénéficier à tout l'écosystème des entreprises dans le transport, dans la finance, etc. Donc, il y a une vraie volonté politique derrière. Donc, nous, évidemment, on est toujours ravis de pouvoir faire le lien aussi avec notre réseau et de continuer le travail avec le ministère du Commerce et des PME, que je remercie encore au passage pour nous avoir invités aujourd'hui notamment. Merci. Merci beaucoup Benjamin, merci Luca, merci Hassane Dianka, merci Sabrina, merci Abdoulaye Thiam aussi. J'espère n'avoir oublié personne. Ce que je fais souvent dans mes panels pour n'oublier personne, j'ai toujours l'infographie devant moi. On a échangé pendant 1h30 sur les enjeux du e-commerce sénégalais au niveau mondial, qui est une thématique majeure aujourd'hui quand on parle bien entendu de commerce électronique. On l'a dit, avec l'évolution du numérique qui va très vite. On est encore une fois en plein dans la COVID-19. Tout cela montre à quel point aujourd'hui le e-commerce
bien entendu, est important et que les acteurs y sont et que c'est la version électronique du commerce qui existe déjà, comme disait Hassan Diankha tout à l'heure. Merci infiniment à tout le monde. J'étais très ravi d'animer ce panel qui, pour moi, est une suite parce qu'on en a fait pas mal sur des thématiques, naturellement, qui regardent le e-commerce au Sénégal et à l'étranger. Merci infiniment pour la confiance, pour la modération de ce panel. J'espère n'avoir frustré personne sur le temps de parole et je m'excuse encore une fois, je présente mes excuses à toutes ces personnes qui veulent intervenir, mais malheureusement le temps imparti est à présent terminé. Je remercie tout le monde et puis très certainement Hassan Diankha, le ministère, l'ensemble des acteurs au Sénégal et ailleurs vous reviendront prochainement pour les autres panels parce que j'ai compris que c'est une suite de panels sur des thématiques comme ça et en espérant bien entendu qu'il y aura du concret. Nous les journalistes, nous aimons le concret. J'espère qu'il y aura du concret et qu'à côté du concret, on aura un impact sur la vie de nos e-commerçants au Sénégal et à l'étranger. J'espère donc avoir été au rendez-vous de vos attentes et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, M. Gay. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.